était normalement russe. Mais quand Khrouchtchev devient premier secrétaire du Parti communiste, il va donner la Crimée à l'Ukraine, parce que lui-même est ukrainien. Il va considérer comme geste d'amitié que la Crimée soit rattachée. Alors je ne sais plus précisément, c'était dans les années 55, 60, quelque chose comme ça. Bon. Donc tu te dis, encore une fois, dans un pays dont les frontières n'ont cessé de translater à droite et à gauche, et dans un pays dans lequel on rajoute un morceau, quelle est la légitimité de dire oui, ça c'est à moi, ça c'est pas à moi? Qu'est-ce que fait Poutine? Il va donc nous faire le coup des Comores. C'est-à-dire les Comores, tu sais, quand on a voté l'indépendance des Comores, il y a un seul île qui a refusé l'indépendance, c'est Mayotte. Alors on a dit, ah, si c'est Mayotte veut rester français, il va rester français. Bon, les Comoriens ne cessent de réclamer leur attachement de Mayotte à la France. Mais enfin, grande déclaration de la droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc Mayotte devient française. Mayotte, aujourd'hui, c'est la plus grande maternité de France. Parce que, évidemment, tous les Comoriens viennent faire accoucher leurs femmes enceintes à Mayotte, de façon à ce que les enfants puissent avoir la nationalité française plus tard. C'est les effets indirects, si tu veux, de cette mansuétude de la République face à des trucs comme ça. Et quand tu dis, mais nous, on a fait le coup à Mayotte, pourquoi les Russes, ils ne nous feraient pas le coup en Crimée, dans lequel il y a 70 à 80% des gens qui sont russes, il fait un référendum qui va voter leur attachement à la Russie, et lui, on lui dit, ah non, 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 ça, c'est pas bien, vous n'avez pas le droit. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que la vie internationale mérite la connaissance historique. Parce que si tu veux, quand c'est une querelle d'hypocrite comme c'est le cas là, on se dit, mais attention, celui-là, non, non, celui-là, il n'a pas le droit. Tu te dis, mais pourquoi il n'a pas le droit? Vous avez fait la même chose. Bon. L'autre caractéristique aussi, pareil, quand il y a donc les grandes manifestations à Kiev qui vont progressivement faire la coupure, si tu veux, avec Moscou, une des premières mesures de l'Ukraine indépendante, c'est de dire l'ukrainien est la seule langue officielle en Ukraine, dans lequel il y a encore, je ne sais plus, 20% de russophones, qui sont essentiellement dans la partie Est, à cause de ces phénomènes de translation, des mecs qui se sont retrouvés à l'époque dans un pays qui s'appelait l'Union soviétique, qui ne se demandaient pas s'ils seraient plus tard ukrainiens ou russes. Et donc, si tu veux, au lieu d'arrêter ce processus de durcissement, on dit, attendez, il y a des Russes, il ne faut pas commencer à les maltraiter. Et donc, effectivement, après, la voie est royale pour les Russes de dire, mais attendez, ceux-là sont des russophones, pourquoi ils n'auraient pas droit, eux aussi, à leur État? Bon. On a déjà eu des cas comme ça au moment de l'éclatement de l'URSS. Il y a eu la Moldavie, il y a eu des cas comme ça, où à chaque fois, il y avait des petits morceaux de territoire. Il faut penser que, dans la psychologie russe, quand l'URSS s'écroule, il y a 17 États nouveaux qui naissent, plus un certain nombre d'États autoproclamés. Tu te rends compte du traumatisme que ça représente dans un pays qui a été la grande puissance du XXe siècle, une des grandes puissances du XXe siècle, et qui tout à coup se retrouve dans un État dont les frontières ont reculé de 1500 km, avec des pays dans la Asie centrale, qui sont des pays qui d'un seul coup se vont déclarer indépendants, qui vont retrouver leur identité musulmane, etc. Donc le choc, si tu veux, je pense dans l'opinion publique russe, c'est de se dire vivement le premier mec. Rappelle-toi qu'à l'époque de Yeltsin, l'ivrogne, qui était au Kremlin, 40% de l'économie russe était démonétisée. C'est-à-dire que la crise économique qu'ont connue les Russes à la décomposition de l'URSS, ça voulait dire que tu échangeais des chaussettes contre des pommes de terre. Tu vois? Bon, quand tout à coup arrive un mec qui va reprendre en main tout ça, qui va faire payer les oligarques qui avaient pillé le pays à l'époque de Yeltsin, quand Poutine décide de poursuivre Khodorkovsky, c'était le mec, donc un de ces oligarques qui était milliardaire à 25 ans. Il a réussi mieux que moi, si tu veux. Pour une raison assez simple, c'est qu'il avait racheté une compagnie pétrolière russe au 10e de son prix, à l'époque de Yeltsin. Donc, quand tout à coup, Poutine décide de lui faire cracher l'argent, on se dit, mais est-ce qu'il fait une œuvre de salubrité publique ou est-ce qu'on va l'emmerder en disant, mais vous n'avez pas le droit parce que le dossier, le respect des droits de l'homme, etc. On devrait saluer quelque chose qui est un espèce de rétablissement de quelque chose qui est une espèce de légalité, qu'elle soit républicaine ou pas, mais qui est une forme de légalité dans un pays dont les richesses ont été totalement pillées. Mais non, attendez, vous vous rendez pas compte, la justice en Russie, ça va pas, etc. Donc tu vois cette espèce de décalage entre cette position morale dans laquelle on se met et la position réelle, c'est-à-dire la connaissance du dossier. Khodorkovsky, moi je ne signerais pas une pétition pour lui sauver la tête. Tu vois? Mais en même temps, c'est tellement beau de pouvoir dire, non mais la Russie, vous vous rendez compte, c'est vraiment Poutine, regardez ce qu'il fait, etc. Mais si on ne comprend pas la position intellectuelle et le background culturel de l'autre, c'est facile d'en faire un ennemi. Quand on voit Tic et Tac se balader à Salisbury avec du Novichok, Tic et Tac avec du Novichok dans les poches, on peut se poser des questions aussi. J'ai pas compris ce que tu dis là. Quand il y a une tentative d'assassinat avec du Novichok,
Ah oui, 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 oui. Oui. On peut se dire aussi quand même. Ah oui, oui, c'est bien compliqué. sûr. Ouais. Non, mais attends, moi je ne veux pas en conclure que Poutine est un ange. La question, c'est encore une fois, moi ce qui m'intéresse, c'est le processus de fabrication de l'ennemi. Tu peux avoir effectivement Skripal, le mec qu'on va assassiner à Londres, et tu vas avoir Khashoggi. Qu'on essaye. Ouais, c'est ça, qu'on essaye. Bon. Et puis tu vas avoir Khashoggi qui est découpé en morceaux. Bon, tu te dis, même scandale, à la limite, c'est pas parce qu'il y en a un qui l'a fait avec du produit chimique et l'autre qui l'a découpé avec un boucher que tu te dis, il y en a un qui est pire que l'autre. Mais tu vois bien que la posture est différente. Au niveau des sanctions ? Au niveau des sanctions, au niveau de la dénonciation, etc. On va, effectivement, Trump l'avait dit, il a dit, c'est pas MBS. Bon. Il y a un de nos grands spécialistes qui s'appelle Alexandre Adler, qui est un spécialiste de tout. C'est-à-dire que lui, il a une caractéristique avant d'écrire ses articles, c'est qu'il cite les services de renseignement. Donc, si tu veux, il te dit, dans cette région du monde où les services pakistanais sont très actifs, t'as pas un mec dans la salle qui va se lever le bas en disant « Excusez-moi, je suis le porte-parole des services secrets pakistanais, vous racontez n'importe quoi ». L'avantage de citer les renseignements, c'est que tu es sûr de n'être jamais contredit. Donc lui, il écrit un article extraordinaire au moment de l'affaire Khashoggi pour expliquer qu'en fait, c'est Erdogan qui est responsable. Que tout ça, ça a été manipulé, etc., etc. Bon, manque de bol pour lui, le lendemain, Mohamed Ben Salman reconnaît que c'était l'Arabie Saoudite. Mais si tu veux, tu te dis, mais attends, le type devrait disparaître du paysage. Après une affirmation pareille, parce que c'était totalement du jus de crâne, c'était totalement inventé. Il n'avait aucune preuve. Mais il disait, attention, parce que par mes contacts, par les services de renseignement, je sais que Or, on sait que c'est totalement faux. Donc, je reviens sur le lobby saoudien. Dans le lobby saoudien, tu as aussi, si tu veux, ces mecs qui sont prêts à écrire n'importe quoi pour avoir une place dans un article, pour se présenter comme le spécialiste. Quand tu regardes l'article d'Adler, tu as l'impression qu'il couche dans la chambre à coucher à côté de Poutine, quoi. Donc, si tu veux, quand tu as dans le paysage des personnages comme ça, bon, tu te dis... C'est quoi l'intérêt de Biden d'aller pousser en Ukraine ? C'est quoi l'intérêt de Biden de se mettre là ? C'est pour répondre à la Russie qui est accusée d'avoir fait une cyber qui attaque les États-Unis. C'est quoi ? Alors, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a la décomposition de l'URSS, bon, ça se fait en plusieurs morceaux, puisqu'il y a évidemment les pays satellites d'abord. Puis ensuite, il y a l'éclatement de l'URSS. Donc les pays satellites vont demander à rentrer dans l'OTAN tout de suite, ça n'est pas discuté, c'est l'époque Yeltsin, il n'y a pas de discussion. Puis ensuite, quand l'éclatement de l'URSS, il y a l'Ukraine qui va demander à rallier l'OTAN. Bon. Et là, il y a une divergence entre Américains et Européens, parce que les Européens qui sont parfaitement sensibles qui connaissent mieux la sensibilité russe, disent non, il vaut mieux que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN, parce que ça voudrait dire que l'OTAN serait au contact direct de la Russie. Bon. Et les Américains disent si, il faut que l'Ukraine, etc. Bref, la discussion s'interrompt là-dessus, c'est-à-dire que l'Ukraine ne sera pas membre de l'OTAN. Par contre, les États baltes le sont rentrés, etc. Mais l'Ukraine, c'était un gros morceau et on sentait bien la capacité de déstabilisation qu'une entrée de l'Ukraine aurait sur l'OTAN. Donc il y a toujours chez les Américains cette idée que l'Ukraine est une pièce maîtresse, qui pourrait éventuellement s'utiliser contre la Russie. Mais pour les Russes, ça veut dire que c'est une action militaire à leurs frontières. Tu comprends le truc ? Si tu prends la carte de la Russie avec les États d'Asie centrale, il n'y a pas de menace sud pour eux, parce qu'il y a tous ces États tampons, si tu veux, que sont l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, etc. Donc, si tu veux, la nature de la menace, et évidemment ce passé qu'a été toute l'époque de la guerre froide, c'est quand même pour les Russes qui ont dissous le pacte de Varsovie et qui n'ont jamais obtenu la dissolution de l'OTAN en parallèle, ils considèrent, eux, vu de leur point de vue, qu'il y a toujours une alliance militaire, si tu veux, et que cette alliance militaire arriverait près de leurs frontières, peut être regardée comme une menace. Donc tu vois, tout ça, c'est des domaines de perception. Rétablir des mesures de confiance, c'est pas évident, hein. On a une perspective d'avenir avec nos dirigeants en France pour pouvoir apporter un peu plus de lubrification entre les rapports internationaux, où on a simplement affaire à une caste planquée au Quai d'Orsay, sélectionnée par des hautes études, cooptées, et je te passe la fin du raisonnement, et où on va continuer à faire perdurer ce petit système en attendant que ça se passe. Bon, d'abord, il faut quand même se dire qu'une administration, ça a besoin de cadre, hein. Quand même, je veux dire, c'est pas le triomphe de l'ignorance qui va nous assurer d'être un peu plus rationnel. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est la sociologie des organisations. C'est-à-dire que la République française est une république, si tu veux, qui a fonctionné après 1945 comme la fabrication républicaine des élites.
Ça va être le recrutement des hauts fonctionnaires par l'ENA, ça va être les grands corps que constituent Centrale, les mines, etc. etc. Bon. Ces élites, si tu veux, ont fait la reconstruction de la France après-guerre. Si la France est aujourd'hui la 5e ou 6e puissance de la planète, c'est aussi parce qu'il y a, si tu veux, cette espèce de dévouement à l'intérêt public dont étaient porteurs un certain nombre de ces élites. Là où le système se pervertit, c'est que c'est un système, si tu veux, de sélection strictement universitaire. Prends un exemple d'une trajectoire d'un homme que je connais bien, mais si tu veux, tu fais classe prépa, Normal Sup, Sciences Po, ENA, Grand Corps, cabinet, ça veut dire que pendant 10 ans de ta vie, tu n'as pas touché terre. Tu as été un pur produit du système universitaire français. Et ça veut dire que tu ne connais pas le monde. Tu n'as jamais eu une année sabbatique où tu t'es dit, je vais prendre mon sac à dos et je vais aller découvrir le monde. Tu vois ce que je veux dire, moi. Et donc ça génère une philosophie qui n'est jamais explicite, mais qui est, à mon avis, évidente, c'est la Terre est plate et la France en est le centre. Et c'est pareil aux États-Unis, hein, je veux dire, pour eux, la Terre est plate aussi. Donc, tu as une machine à produire de la légitimité, le Quai d'Orsay en fait partie, mais ce n'est pas le seul. Une fois, je me suis amusé à écrire un télégramme diplomatique sans objet. C'est-à-dire un télégramme diplomatique dans lequel j'utilisais tous les argumentaires qu'un ambassadeur doit renvoyer à Paris, pour expliquer combien la vie de la France est importante sur le pays dans lequel il vit. Bon. Et donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que quand tu es ambassadeur quelque part, tu ne vas pas expliquer à ton ministre que tout le monde se fout de ce que la France pense. Donc, tu es obligé d'expliquer que tu as eu des réunions avec les autres ambassadeurs de l'Union européenne, qu'on attend la position du gouvernement français sur le sujet, etc. etc. Mais fondamentalement, c'est une machine à entretenir l'illusion. Tu vois? Donc, évidemment, sur le Quai d'Orsay, c'est un tropisme qui est important, mais tu as aussi des gens de grande qualité qui essayent à certains moments de faire passer des idées différentes. Par exemple, il y en a un qui malheureusement... Pardon ? Et qui se font briser. Non, pas toujours, parce que le système a une certaine intelligence. Oui. Pardon ? Mis au placard ? Pas toujours. Il y a des gens, si tu veux, qui, par exemple, qui étaient ambassadeurs en Iran, qui ont essayé de tempérer, si tu veux, les discours qui se tenaient à Paris, sur l'Iran. Il y a un type qui vient de décéder malheureusement qui s'appelait Nicoulot, qui a été le directeur de cabinet du ministre de la Défense et qui ensuite a été nommé à Téhéran et qui essayait dans ses télégrammes de dire attention, les choses ne sont pas cette espèce de construction qu'on fait à Paris, etc. Donc il a eu une carrière, mais quel a été le poids de ce qu'il disait par rapport à ce qui se disait à Paris ? Paix à son âme. Question Internet. Avoir son avis d'expert est intéressant. Que peut faire un citoyen lambda avec ses connaissances ? Le peuple devrait manifester contre la politique extérieure du gouvernement, point d'interrogation. C'est difficile parce que la politique extérieure du gouvernement, c'est beaucoup de choses. C'est à la fois la construction de l'Europe, quand même, c'est fantastique, c'est la réconciliation franco-allemande. Tu sais que la réconciliation franco-allemande est le seul exemple de déconstruction de l'ennemi dans l'histoire universelle. On s'était fait 3 guerres, et tu as 2 hommes d'État, qui sont De Gaulle et d'Adenauer, qui décident on arrête le match. Et on construit l'Europe à partir du traité de l'Élysée. Donc, si tu veux, la politique extérieure française, c'est aussi tout ça. On ne va pas tout jeter. Que par contre, on puisse estimer à certains moments que l'utilisation de l'armée française pour faire des opérations militaires extérieures n'est pas obligatoirement une bonne méthode. Et on l'a bien vu dans la divergence entre Chirac et ses successeurs. Quand Chirac dit on ne faut pas faire la guerre en Irak, tu avais bien à l'intérieur du système des gens qui pensaient différemment. L'idée qu'ensuite Hollande et Sarkozy allaient faire exactement le contraire, on aurait pu penser qu'ils auraient profité de cette trouée. Bon. Quand tu vois la situation où Bernard-Henri Lévy convainc Sarkozy qu'il faut aller bombarder en Libye, tu te dis, là, il y a quelque chose auquel il faut s'attaquer. C'est-à-dire ce complexe militaro-intellectuel qui va décider d'envoyer des militaires. La caractéristique des militaires français, c'est qu'ils sont militaristes, mais ils ne sont pas bellicistes. Eux, ils savent ce que c'est que la guerre. Donc, ils ne sont pas destinés à partir la fleur au fusil en se disant on va leur rentrer dans le lard. Par contre, tu as des tas de gens qui vont décider de faire la guerre à leur place. Ou en tout cas d'expliquer pourquoi il faut faire la guerre à leur place. Ça fait vendre du livre, ça fait vendre du papier, ça fait briller en société dans les salons feutrés, ça fait quoi ? D'abord, Bernard-Henri Lévy n'a besoin de rien, il est richissime. Donc, c'est sponsorisé par un État extérieur. Les ingérences. Non. Dans le cas proprement français, si on revient sur cette affaire de la Libye, si tu veux, c'est un glissement de sens qui est très intéressant à étudier. Bernard-Henri Lévy se paye son avion perso, il va en Égypte et il va du côté de l'insurrection libyenne sur la partie est du régime. Il revient voir Sarkozy et puis il lui dit, ça a été cité par Le Point, « Ah, je les ai rencontrés, ce sont des démocrates, il y a le nouveau Massoud. »
On fait référence évidemment aux grands prédécesseurs illustres. Bon. Et donc Sarkozy va faire adopter aux Nations Unies, puisqu'il y a quand même une insurrection, il y a quand même des violences en Libye, une instruction de l'ONU permettant à l'aviation française ce qu'on appelle une interdiction de survol aérien.